a été voté, le décret est repoussé à chaque fois, pour l'instant on parle du printemps de 2011. Il y a la réglementation européenne REACH, l'USIPA fait quelque chose, le Canada fait quelque chose, et en Europe, il doit y avoir une dizaine de pays qui vont aussi de leur petit couplet, parce que si la France fait quelque chose, pourquoi pas l'Allemagne, qui elle parle d'une limite à 500 nanomètres, et ainsi de suite. Reste encore à voir si ces réglementations sont compatibles, nationales sont compatibles avec la réglementation européenne. Après, quand on parle de risque et bénéfices, on ne va pas faire des nanos pour le plaisir, pour faire joli, du moins les industriels. Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire des nanos? Quels sont les risques? La question commence maintenant à se poser dans ces termes-là, et ça c'est un peu une approche de discussion qu'on a eue avec les consommateurs, notamment au niveau de la Commission nationale de la consommation, qui s'est réunie pendant 1 an et demi, où il y a eu des échanges très, très constructifs. Puis après la responsabilité. On a même les assureurs, enfin, des compagnies d'assurance, qui disent maintenant oh, on ne garantit pas les nanotechnologies. On sort les nanotechnologies de notre domaine. Et notamment, c'était à la CNC, où le représentant des assurances de France est venu en disant les nanotechnologies, c'est l'innovation, donc on ne peut pas les garantir. Là, je l'ai cueilli, c'est même moi qui l'ai cueilli, en disant bravo, je vois que les assurances aident au développement de l'innovation en France, vous les encouragez en refusant d'assurer les sociétés qui font de l'innovation. Ah, c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est quand même ce que vous avez dit. Donc vous voyez, il y a au moins 2 ou 3 compagnies au monde qui maintenant ont annoncé, notamment aux États-Unis, mais les lois se sont interrogés à Londres, disant on ne garantit plus les nanotechnologies, mais par contre, on sort des nouveaux contrats beaucoup plus chers qui garantissent les nanotechnologies. Donc, question aussi responsabilité. Est-ce qu'un industriel va être rendu responsable vis-à-vis des nanotechnologies pour des risques qu'il ne connaît pas actuellement? Là, on retrouve le syndrome amiante qui a fait beaucoup de mal. Donc tout ça, ça a percé au niveau du débat public, ça aurait pu percer, malheureusement, c'est pas trop sorti. Ça nécessite quand même, ce qui ressort un peu des conclusions, c'est qu'il y a besoin d'information et de transparence, d'assurer la traçabilité, peut-être d'avoir une nanoéthique, mettre en place une gouvernance, c'est un peu des questions. Alors les questions, ça c'est un peu pour susciter les réflexions, et c'est des questions que j'ai, je ne sais pas nécessairement la réponse. Qu'est-ce que ça apporte? Bon, en tant que chimiste, là, j'ai à peu près mon idée de pouvoir maîtriser au niveau nanométrique, ça peut apporter un certain nombre de choses, notamment de faire des produits mieux définis, de consommer moins de matière et moins d'énergie. Nouvelle approche transversale de la science et des technologies. Ça, c'est à discuter. C'est un peu mon opinion, mais je dirais que c'est ouvert. Est-ce que c'est une nouvelle technologie? Là, mon opinion, c'est pas une nouvelle technologie, contrairement à ce que certains veulent faire penser. C'est pas quelque chose, c'est pas à mettre en parallèle des OGM, du nucléaire ou autre. C'est pas une technologie qui se met en plus de la chimie, de la physique, de l'optique, de la mécanique ou autre. C'est transversal. Comment gérer ces phénomènes à la frontière de macro et quantique? Ça, c'est... Là, on a besoin des scientifiques parce que on ne sait plus trop décrire. Nos formations ne nous permettent pas de bien appréhender. Il nous faut peut-être un Einstein ou un iso-Einstein des nanos pour faire cette fusion. L'impact sur l'économie. Est-ce qu'il y a un réel marché des nanotechnologies? Ah oui, il y a un réel marché. Pour ceux qui font des études sur les nanotechnologies en promettant des marchés faramineux. Je ne pense pas qu'il y ait un marché spécifique des nanotechnologies. Le marché futur, il sera nanotechnologique ou il ne sera pas. Mais il n'y a pas un marché des technologies qui va venir s'ajouter au reste. Le marché sera nanotechnologique. Les industries seront nanotechnologiques ou ne seront pas. Moyennant quoi, ceux qui vendent les études actuellement, c'est les seuls à gagner un peu de l'argent dans ce métier-là. Comment répondre aux incertitudes? Ça, on a un gros problème de communication avec les citoyens, disons les citoyens au sens large, qu'ils soient travailleurs, consommateurs, pouvoir politique. Comment répondre à ces incertitudes? Et ça, c'en est qu'une partie. On s'était amusé, on avait dressé 3 pages d'incertitudes dans notre groupe de travail à la FNOA. Et puis, faut-il encadrer? Alors ça, c'est un peu un mal français. À chaque fois qu'il y a un problème, on fait une loi, on s'empresse de ne pas appliquer. C'est pas moi qui le dis, c'est les Allemands. Parce qu'ils ont très peur de la loi Grenelle 2 en disant vous allez faire une loi en France, on sait que vous ne l'appliquerez pas, et nous ça va donner des idées à Mme Merkel qui va faire la même loi et on sera obligé de l'appliquer. Donc est-ce qu'il faut faire des lois, des codes? En définitive, il faudra déjà être sûr que les nanotechnologies existent. Ou que peut-être que les lois qui existent, si on les appliquait intelligemment, couvriraient ça. Donc ça, c'est des questions qui posent beaucoup de questions aux industriels qui hésitent à se lancer ou qui hésitent à s'afficher dans les nanotechnologies. En France, il y a très peu de sociétés qui acceptent d'apparaître dans les nanotechnologies. Donc les inquiétudes sur la santé, il y a peu de données sur les nanomatériaux. Bon, c'est un vrai. Il y a des données, mais est-ce qu'elles sont pertinentes? C'est plutôt ça.
Méthode d'évaluation spécifique au nano, donc est-ce que les méthodes qu'on applique, les guidelines de l'OCDE, sont pertinents pour les produits à l'échelle nanométrique? Honnêtement, on ne sait pas. L'OCDE travaille, des groupes d'experts internationaux travaillent. Il n'y a pas de règles, pas de loi spécifique aux nanomatériaux. Bon, effectivement, pour l'instant, enfin, ça va commencer à évoluer. Il y a la première qui est sortie à Bruxelles sur les nanomatériaux pour la cosmétique, qui sera applicable fin 2011. Donc, l'application du principe de précaution s'applique, mais intelligemment. C'est-à-dire, ce n'est pas le moratoire. L'application du principe de précaution, c'est ce que les chimistes faisaient depuis la nuit des temps, avant que ce soit dans la Constitution française. Le principe de précaution, ça revient à dire qu'on prévient et on protège. Ça ne revient pas à dire, comme le disent malheureusement nos amis américains, quand les Français ont un problème, ils sortent le principe de précaution, ils s'asseyent et ils font grève. C'est la vision de mes collègues américains qui sont de la France. Les derniers qui sont venus ils sont venus quand il y avait encore des grèves sur les retraites. Mais on demande à ce qu'ils ne viennent plus, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, il y a une grève. Donc c'est un problème. Donc le principe de précaution, je dirais oui, mais intelligemment. Ce qui veut dire qu'on continue de travailler. Les nanomatériaux, ils n'impactent plus. Si on enlevait de la pièce tout ce qui contient les nanomatériaux, on serait peut-être tout nu comme Adam et Ève, et il n'y aurait peut-être même plus la pièce autour. Il y a quand même des règles. Il y a des règles sur les produits chimiques, il y a des règles sur les médicaments, il y a des règles sur l'hygiène du travail, et tout ça continue de s'appliquer. Donc de dire un ouvrier qui va travailler dans une atmosphère empoussiérée, c'est pas parce qu'il y a des nanoparticules qui vont empoussiérer en plus qui ne sera pas couvert. Il faut déjà commencer à appliquer la loi sur l'empoussièrement des ateliers de travail. Et on se rend compte que ça couvre largement beaucoup des problèmes. Donc les lois existantes couvrent déjà largement, mais il faut se poser des questions intelligentes pour voir si elles vont jusqu'au bout et si l'échelle nano ne pose pas de nouveaux problèmes. Alors là, j'ai pris ça à Oberndorfer, qui est un peu la référence mondiale en tox. Enfin, quand je dis c'est à la dynastie Oberndorfer, parce qu'il y a le papa, la maman, la fille et le gendre, qui constituent une équipe solide à l'université de l'État de New York. Quelle est la différence entre les nanoparticules actuelles et les particules avant? C'est que les nanoparticules avant, elles allaient dans les poumons, et que les nanoparticules maintenant, elles pourraient monter au cerveau. Donc c'est un peu la différence qu'elles pourraient peut-être franchir les vacuoles pulmonaires et passer dans le système sanguin et lymphatique pour monter au cerveau. Les exemples, c'est les gens, on leur a injecté, enfin les rats ou les souris, on leur a injecté directement dans le système sanguin. On n'a pas d'exemple de passage. Mais c'est l'inquiétude. Est-ce qu'en respirant des nanos, on risque de les retrouver dans le cerveau? Comme j'avais un de mes ingénieurs qui disait, moi je crains rien, comme j'ai pas de cervelle, donc je suis tranquille, je peux continuer à travailler sur les nanos. Cette crainte, c'est un peu la crainte de l'an 1000. Donc, une des propositions qu'on avait faites, et qui a été retenue d'ailleurs dans la loi Grenelle 2, c'est de dire, bon, les nanomatériaux, est-ce qu'il faut mettre un embargo sur tout? De se poser des questions sur tout. On voit nano-objets, matériaux nanostructurés. La crainte, c'est quand même les nano-objets, ces nanoparticules qui peuvent être isolées, qui font quelques nanomètres ou dizaines de nanomètres, qui peuvent être inhalables. Donc ça rentre dans la définition, oui. Après, leurs agrégats et leurs agglomérats, si elles sont inhalables aux alentours de quelques nanomicrons, est-ce que dans l'organisme elles ne vont pas se disperser? Il faut l'intégrer aussi dedans. Et donc de définir une nouvelle espèce, qui sont les matériaux nanoparticulaires. Donc ça, ce terme a été repris dans la version qui a été votée de la loi Grenelle 2. Alors au niveau de l'OCDE, donc j'ai parlé d'ISO, au niveau de l'OCDE, donc là aussi on travaille, il y a un gros travail qui est fait en coordination avec l'ISO, et 14 nanomatériaux, nanoparticules ont été identifiés comme étant des cas à étudier en détail. Alors, il y a 8 groupes de travail, dont un groupe qui est chargé de générer de nouvelles données sur ces 14 nanoparticules. Il y en a une 15e qui devrait être ajoutée prochainement, qui sont les nanoparticules d'or. Donc là, voilà. Et un certain nombre de documents ont été émis en France pour protéger, enfin pour aider les entreprises et à protéger les travailleurs, à informer, à déployer des moyens de protection. Donc il y a un rapport de l'AFCEP qui s'appelle maintenant l'ANSES, donc ça c'est de juillet 2008. Il y a un guide de bonne pratique qui a été édité, je crois, en 2009 par l'UEC, le mars 2009. Donc on a participé aussi à un projet européen, mais il y en a d'autres, projet NanoCef qui était piloté par le CEA et qui continue à se déployer maintenant par des réunions régulières. Donc on avait NanoCef 2010 il n'y a pas longtemps, qui a édité un certain nombre de documents pour aider les entreprises, et notamment les petites. Les grosses entreprises, en définitive, déploient des moyens ou ont des ressources en direction sécurité, environnement, qualité pour travailler. Mais quand on tombe dans les startups ou des petites entreprises, quelques dizaines de personnes,
mobiliser une personne à plein temps pour s'occuper de certains aspects, ça coûte relativement très cher. Donc ces documents sont élaborés, il y a des sites où les informations sont accessibles. Bon, ça c'est pas exhaustif, vous avez la même chose dans les pays étrangers, vous avez la même chose au niveau de la Commission européenne, vous avez la même chose aux États-Unis. Tous ces documents-là sont accessibles. Il y a des sessions de formation qui sont organisées. On a mis en place, par exemple, à Bordeaux, une plateforme qui s'appelle Canoë pour faire de la formation pour les entreprises travaillant sur les nanomatériaux. Le CEA met ça en place également avec l'INERIS. On va sans doute rapprocher les deux approches. Donc, cette approche-là, si vous voulez, il y a une sensibilisation, il y a des outils. Code et réglementation. Ben là, c'est un peu le vide. Il y a d'une part le CEFIC, qui de toute manière, donc le CEFIC, le Conseil européen de la Fédération des industries chimiques, il y a quand même une approche responsable, et le Responsible Care a été déployé, ça fait 3 ou 4 ans, et en s'appuyant sur REACH. Donc, utiliser les nanomatériaux en appliquant le Responsible Care, l'industriel est responsable de A à Z des dommages qu'il pourrait causer à son personnel, aux consommateurs, à l'environnement et autres. Donc, il a intérêt, de toute manière, à s'entourer de toutes les précautions. Nanomatériaux et REACH. La grande discussion qu'on a actuellement à Bruxelles et à Helsinki, c'est de savoir si REACH s'applique aux nanomatériaux.